Elle était l'image même de l'élégance, la femme que le monde regardait et imaginait comme sortie tout droit d'un conte de fées. Son sourire semblait naturel, sa grâce inégalée, et sa vie semblait remplie de beauté, d'admiration et de succès sans fin. Pourtant, derrière les photographies, derrière les robes et les flashs des appareils photo, Audrey Hepburn portait des chagrins que peu de gens ont jamais pleinement compris. Dans le dernier chapitre de sa vie, elle a révélé quelque chose de profondément personnel, quelque chose qui a surpris même ceux qui pensaient connaître son histoire. Elle reconnut tranquillement le seul homme qu'elle n'avait jamais vraiment oublié, la seule relation qui persistait dans son cœur longtemps après que les autres se soient évanouis. Et lorsque vous comprenez qui était cet homme et pourquoi il comptait tant, tout le récit de la vie d'Audrey Hepburn commence à prendre un sens complètement différent. La plupart des gens se souviennent d'Audrey Hepburn comme de la femme en robe noire de Breakfast at Tiffany's, l'incarnation de la sophistication et de la beauté intemporelle. Ce que beaucoup oublient, c'est que pendant 14 ans, elle a vécu dans un mariage qui a lentement érodé sa confiance et sa liberté émotionnelle. Son mari était Mel Ferrer, un acteur, réalisateur et producteur accompli, dont l'intelligence et la sensibilité artistique semblaient parfaitement adaptées aux siennes. Aux yeux du monde extérieur, ils apparaissent comme le couple idéal, deux âmes cultivées et créatives, unies par leur passion pour les arts et leur goût pour une vie raffinée. Leur relation a commencé au cours des premières années de l'ascension d'Audrey vers la gloire. Présentés par l'acteur Gregory Peck, ils ont rapidement découvert un lien puissant. Lorsqu'ils sont apparus plus tard ensemble dans la production scénique d'Ondine, l'alchimie entre eux est devenue impossible à ignorer. En septembre 1954, ils se marièrent lors d'une paisible cérémonie suisse qui semblait promettre une vie de bonheur. Audrey était encore en train de trouver sa place à Hollywood et Ferrer semblait être quelqu'un qui pouvait la guider et la soutenir face aux pressions écrasantes de la célébrité. Au début, ce soutien semblait rassurant. Ferrer a contribué à façonner certains aspects de sa carrière et a offert des conseils sur les projets, les apparitions publiques et les décisions professionnelles. Audrey admirait son expérience et faisait confiance à son jugement. Mais au fil du temps, la dynamique entre eux a commencé à changer. Les conseils qu'elle accueillait autrefois ont progressivement évolué vers quelque chose de plus restrictif et l'équilibre au sein de la relation a changé d'une manière difficile à percevoir de l'extérieur. Amis et collègues ont commencé à remarquer des signes subtils. Ferrer semblait avoir des opinions bien arrêtées sur presque tous les aspects de la vie d'Audrey. Il avait des idées sur les films qu'elle devait accepter, sur la manière dont elle devait se comporter en public, et même sur les personnes qui méritaient son attention. Ce qui ressemblait autrefois à un partenariat ressemblait de plus en plus à un contrôle. Audrey était l'une des femmes les plus célèbres au monde, adorée par des millions de personnes et admirée sur tous les continents. Pourtant, au sein de son propre mariage, elle se retrouvait souvent à céder sa voix aux attentes de quelqu'un d'autre. La tension émotionnelle était encore aggravée par un désir qui vivait au centre du cœur d'Audrey. Plus que des récompenses, plus que la célébrité, plus que n'importe quelle réussite professionnelle, elle voulait désespérément devenir mère. Ce n'était pas simplement un souhait, c'était un besoin profond enraciné au plus profond de son âme. Ayant vécu l'instabilité et la perte au cours de sa propre enfance, elle rêvait de créer la famille aimante qu'elle n'a jamais pleinement eue. En 1955, ce rêve semblait à sa portée lorsqu'elle tomba enceinte pour la première fois. La joie était immense, mais elle s'est terminée par un chagrin lorsqu'elle a fait une fausse couche. Cette perte l'a dévastée. Des années plus tard, ceux qui l'ont connue se rappelleront à quel point cette expérience l'a profondément affectée émotionnellement. Pourtant, elle continuait d'espérer, croyant qu'un jour, elle aurait la famille dont elle rêvait. Puis vint un autre coup cruel. En 1959, pendant le tournage de The Unforgiven, Audrey tombe de nouveau enceinte. Pendant le tournage, elle a été éjectée d'un cheval alors qu'elle jouait une scène. L'accident l'a laissée grièvement blessée et confinée dans un lit d'hôpital pendant des semaines. Finalement, elle a également perdu cette grossesse. Le chagrin était presque insupportable. La douleur physique a guéri avec le temps, mais les blessures émotionnelles ont été beaucoup plus profondes et ont persisté pendant des années. Lorsqu'elle a finalement donné naissance à son fils Sean en 1960, cela a semblé comme un miracle après des années de chagrin. Audrey a embrassé la maternité avec un niveau de dévouement qui a surpris même ses proches. Au sommet de sa renommée, elle a abandonné le métier d'actrice pendant une année entière pour se concentrer entièrement sur l'éducation de son enfant.
Pendant un bref instant, il sembla qu'elle avait enfin trouvé la paix qu'elle recherchait. Le rôle de mère lui a apporté un épanouissement qu'aucun plateau de tournage ni tapis rouge ne pourrait jamais offrir. Pourtant, même si Sean apportait de la joie dans sa vie, les fissures dans son mariage continuaient de se creuser. Des rumeurs ont circulé pendant des années sur la jalousie et le comportement instable de Ferrer. Des histoires d'infidélité ont fait surface. Les tensions qui étaient autrefois restées cachées sont devenues de plus en plus impossibles à ignorer. La relation qui avait commencé avec tant de promesses s'est lentement détériorée sous le poids de la déception, du ressentiment et de l'épuisement émotionnel. Après 14 ans de vie commune, le mariage a finalement pris fin. Audrey est sortie du divorce profondément blessée, mais aussi soulagée. Pour la première fois depuis des années, elle ne vivait plus dans l'ombre d'une relation qui avait progressivement consommé autant de son énergie. Elle était libre. Pourtant, la liberté n'a pas effacé les cicatrices. À bien des égards, cela l'a simplement préparée à un autre chapitre qui lui apporterait un genre de chagrin complètement différent. À la fin des années 1960, Audrey Hepburn était devenue bien plus qu'une star de cinéma. Des films tels que Breakfast at Tiffany's Charade et My Fair Lady l'ont transformée en une icône mondiale. Les studios rivalisaient pour attirer son attention. Les réalisateurs rêvaient de travailler avec elle. Le public du monde entier l'adorait. Pourtant, au moment même où sa carrière semblait inarrêtable, elle a pris une décision qui a stupéfié Hollywood. Elle s'est éloignée. Ce choix a dérouté de nombreuses personnes. Pourquoi une personne au sommet de sa renommée abandonnerait-elle des opportunités pour lesquelles d'autres feraient n'importe quoi? La réponse d'Audrey était simple. Elle voulait donner à son fils l'enfance qu'elle n'a jamais eue. Elle comprenait les sacrifices qu'exigeait la célébrité et craignait que continuer à ce rythme lui coûte un temps précieux avec les personnes qu'elle aimait le plus. Aucune récompense, ni aucun salaire ne valait ce prix. À cette époque, lors d'une croisière en Méditerranée, elle rencontre Andrea Dotti, un psychiatre italien, au charme rafraîchissant et simple. Il semblait chaleureux, intelligent et disponible émotionnellement. Après les difficultés de son premier mariage, il semblait représenter la possibilité d'un nouveau départ. Sur fond de côtes ensoleillées et de soirées romantiques en mer, leur relation s'épanouit rapidement. Au bout de 6 mois, ils se sont mariés. Audrey a déménagé à Rome et a adopté une vie plus calme. Elle envisageait un avenir centré sur la famille plutôt que sur la célébrité. Elle voulait la paix, la stabilité et la possibilité de construire quelque chose de durable, loin des projecteurs constants d'Hollywood. Pendant un certain temps, il semblait qu'elle avait enfin trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Mais les apparences peuvent être trompeuses. L'homme dont Audrey est tombée amoureuse pendant ces mois idylliques de la Méditerranée n'était pas tout à fait celui avec qui elle vivrait par la suite. Les rapports sur les affaires de Dotti ont commencé à faire surface au début du mariage et se sont poursuivis tout au long des années qui ont suivi. Contrairement aux indiscrétions privées cachées derrière des portes closes, bon nombre de ces histoires sont devenues publiques. La presse italienne a suivi l'évolution de la situation sans relâche et les paparazzis ont veillé à ce que chaque humiliation reste visible. Pour Audrey, l'expérience a été particulièrement douloureuse. Elle avait quitté Hollywood en partie pour échapper à l'intrusion constante de la vie publique. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée piégée dans une autre forme de spectacle public. La trahison n'a pas été moins dévastatrice car elle s'est déroulée dans un autre pays. Au contraire, l'exposition répétée a rendu les blessures encore plus profondes. Pourtant, elle est restée. Une partie de cette décision est venue de son engagement envers son fils Luca, né en 1970. Une autre partie est venue de la croyance profondément enracinée d'Audrey dans la loyauté et la persévérance. Ce n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement ses engagements. Elle voulait que le mariage fonctionne. Elle voulait croire que la patience et la compréhension pourraient éventuellement guérir ce qui était brisé. Mais il arrive un moment où l'espoir seul ne suffit plus. Les trahisons répétées combinées à l'attention incessante du public qui les entoure ont progressivement érodé les fondements de la relation. Lorsque le mariage a finalement pris fin, Audrey n'a pas critiqué publiquement Dotti, ni partagé de détails intimes sur sa douleur. Cette retenue était sa caractéristique. Elle préférait la dignité au spectacle, le silence à l'amertume. Pourtant, ses proches ont remarqué le changement. Le divorce l'a rendue plus réservée, plus prudente et moins encline à exposer complètement son cœur. 2 mariages s'étaient soldés par des déceptions. 2 hommes en qui elle avait confiance
n'avait finalement pas réussi à lui fournir la sécurité émotionnelle dont elle rêvait. Cependant, pour comprendre pourquoi ce schéma s'est répété, il est nécessaire de regarder bien plus loin que l'un ou l'autre mariage. Les racines des luttes amoureuses d'Audrey Hepburn ont commencé bien avant qu'elle n'entre à Hollywood. Ils ont commencé dès l'enfance. Née à Bruxelles en 1929, Audrey a passé ses premières années à voyager entre différents pays et cultures. De l'extérieur, son éducation semblait sophistiquée et privilégiée. Elle a appris plusieurs langues et a connu un style de vie cosmopolite que beaucoup de gens enviaient. Pourtant, sous cette surface se trouvait une profonde instabilité qui a façonné à jamais son monde émotionnel. Ses deux parents se sont impliqués dans des mouvements fascistes dans les années 1930 et ont ouvertement soutenu l'idéologie nazie. Leurs engagements politiques dominaient de plus en plus leur vie. Puis alors que Audrey n'avait que 6 ans, son père Joseph Hepburn Rustin a quitté la famille. Il est parti sans vraiment comprendre les dégâts que son départ causerait. Pour Audrey, l'abandon est devenu la blessure déterminante de sa vie. Des années plus tard, elle reconnaîtrait ouvertement à quel point cette expérience l'avait profondément affectée. La douleur de voir son père disparaître ne l'a jamais vraiment quitté. Cela a créé un désir d'amour, de stabilité et d'approbation qui l'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Beaucoup de ceux qui ont étudié sa vie ont suggéré plus tard que ce chagrin précoce avait influencé les hommes qu'elle avait choisis et les déceptions qu'elle avait endurées. Elle donnait souvent plus qu'elle ne recevait, tolérait plus qu'elle n'aurait dû et entretenait des relations longtemps après qu'elles aient commencé à lui faire du mal. Lorsqu'elle fut envoyée dans un internat dans le Kent, la solitude devint encore plus prononcée. Elle a vu d'autres enfants retrouver leur famille pendant les vacances, alors qu'elle portait la douleur tranquille de se sentir abandonnée. Ces premières expériences ont engendré des schémas émotionnels qui résonneront tout au long de sa vie. Derrière l'élégance, derrière la célébrité, derrière l'image qui a captivé le monde, Audrey Hepburn est restée une femme à la recherche du sentiment de sécurité qu'elle avait perdu étant petite. Et comprendre cette vérité change la façon dont nous voyons chaque chapitre de sa remarquable histoire. Elle a attendu. Son père avait des droits de visite et ne les utilisait jamais. Il n'est tout simplement pas venu. Puis la guerre a commencé et Audrey a été envoyée aux Pays-Bas pensant que ce serait plus sûr. Ce n'était pas le cas. En 1940, les forces allemandes envahissent le pays. Elle avait 10 ans, vivait sous occupation, se cachait dans des caves, tandis que des coups de feu parcouraient les rues au-dessus d'elle. Elle a adopté un nom néerlandais, Edda van Heemstra, pour éviter d'être identifiée comme anglaise. En 1942, deux de ses oncles furent arrêtés et exécutés par les nazis. Après cela, elle a arrêté d'essayer de rester invisible. Elle rejoint la résistance néerlandaise transportant des messages et des journaux clandestins, les cachant parfois dans ses chaussures. Elle a aussi dansé. Avant la guerre, le ballet était tout son rêve. Désormais, elle l'utilisait différemment, se produisant lors de collectes de fonds secrètes pour la résistance dans des salles où personne ne pouvait applaudir, car un seul son pouvait tous les trahir. En 1944, la famine ravageait les Pays-Bas au cours de l'un des hivers les plus froids jamais enregistrés. Les blocus allemands avaient coupé les approvisionnements alimentaires. La famille d'Audrey mangeait des bulbes de tulipes. Sa santé s'est détériorée. Malnutrition, anémie, maladies respiratoires. La jeune fille, qui deviendra plus tard l'une des femmes les plus photographiées du XXe siècle, était à cette époque une adolescente affamée. Lorsque la libération est enfin arrivée, un employé de l'UNICEF lui a offert une barre de chocolat. Elle ne l'a jamais oublié. Les psychologues qui ont étudié sa vie en profondeur ont souligné l'abandon de son père comme le prisme à travers lequel presque tout le reste doit être compris. Les hommes qui l'attiraient avaient tendance à être plus âgés, autoritaires et en contrôle. Ferrer correspond exactement à ce profil. Dottie l'a fait d'une manière différente. Elle n'était pas naïve. À bien des égards, elle recherchait inconsciemment la stabilité que son père avait emportée avec lui lors de son départ. Et ce qui a rendu les choses plus compliquées, c'est qu'elle a fini par le retrouver. Dans les années 1960, grâce à la Croix-Rouge, elle retrouve Joseph Rustin. Il vivait à Dublin depuis 1939, l'année même où il l'avait conduite à l'aéroport et l'avait renvoyée. Elle s'est approchée des retrouvailles en espérant quelque chose. De la chaleur peut-être. Reconnaissance. Une forme de réparation. Ce qu'elle a découvert, c'est un homme qui n'offrait presque rien en retour. Il était distant, indifférent.
La réconciliation qu'elle avait imaginée pendant des décennies n'a tout simplement pas eu lieu. Elle lui a quand même pardonné. De plus, elle l'a soutenu financièrement pour le reste de sa vie. Ce détail en dit plus sur Audrey Hepburn que presque tous les films qu'elle a jamais réalisés. Cette relation, personne ne la prenait assez au sérieux. Avant ses 2 mariages, avant le chagrin qui a marqué ses 30 et 40 ans, il y avait William Holden. Cela a commencé sur le tournage de Sabrina en 1954. L'ambiance était déjà inconfortable avant le début du tournage. Humphrey Bogart avait souhaité que le rôle revienne à sa femme, Lauren Bacall. Et lorsque le studio a choisi Audrey à la place, il n'a pas caché son ressentiment. Il a gardé ses distances, a fait connaître ses sentiments par le silence et un professionnalisme froid, et l'a traitée comme une présence indésirable sur un plateau sur lequel il estimait qu'elle ne méritait pas d'être. Holden lui a répondu exactement de la manière opposée. Dès leurs premières interactions, il fut complètement attiré par elle. L'alchimie entre eux n'était pas fabriquée pour les caméras, elle était réelle et tout le monde autour d'eux pouvait le voir. Leur lien s'est rapidement approfondi. Et ce qui a commencé comme une intimité pendant la production est devenu une relation amoureuse à part entière dans les coulisses. Pendant une brève période, ce fut vraiment intense. Holden est tombé durement. Il lui a demandé de l'épouser. Audrey a dit non. La raison n'était pas compliquée, mais elle était définitive. Elle voulait des enfants, et Holden avait déjà subi une vasectomie. Ce n'était pas un détail qu'elle pouvait mettre de côté. Même si elle ressentait pour lui l'avenir qu'elle construisait dans son esprit, avait les enfants au centre, et il ne pouvait pas faire partie de cet avenir. Holden avait le cœur brisé. Il n'a jamais complètement évolué. Ce qui est intéressant rétrospectivement, c'est la place de Holden dans l'histoire plus large. Ce n'était pas lui qui l'avait brisé, mais c'était lui qui montrait peut-être plus clairement que quiconque à quel point elle se protégeait après avoir été blessée. Elle ressentait quelque chose de réel avec lui. Elle s'est quand même éloignée parce qu'elle avait appris très tôt et douloureusement que vouloir quelque chose et confier son avenir à quelqu'un étaient 2 choses complètement différentes. La vie tranquille, l'amour final et le nom qu'elle n'arrêtait jamais de prononcer. Après le divorce d'Andrea Doty, Audrey Hepburn a fait quelque chose qui a surpris les gens qui s'attendaient à ce qu'elle revienne à l'écran avec une énergie renouvelée. Elle s'est tue pas de manière temporaire, mais de manière réfléchie et délibérée. Elle a déménagé dans une ferme à Tolochenaz en Suisse, un endroit qu'elle a appelé La Paisible, qui se traduit simplement par The Peaceful One. Le nom n'était pas accidentel. Elle a refusé des rôles majeurs. Elle évitait le circuit social. Elle passait du temps dans son jardin, promenait ses chiens, préparait des repas et vivait d'une manière qui aurait été totalement méconnaissable pour quiconque ne connaissait que l'Audrey Hepburn des vacances romaines et du petit déjeuner chez Tiffany's. Les voisins de Tolochenaz ont rappelé plus tard qu'elle était simplement une voisine, quelqu'un qui disait bonjour au marché et qui n'avait pas besoin d'être autre chose. C'est à cette époque que Robert Wolders entre dans sa vie. Ils se sont rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives à la fin des années 1970. Wolders était un acteur et homme d'affaires néerlandais qui avait récemment perdu sa femme, l'actrice Merle Oberon, après une longue maladie. Leur premier échange fut calme, sans particularité en apparence. Il l'a invitée quelque part peu de temps après. Elle a refusé. Elle avait du travail. Mais le lendemain, elle a tendu la main. Elle lui a proposé de se retrouver autour d'un verre. Cette boisson est devenue une conversation qui a duré des heures. Les conversations sont devenues des appels téléphoniques quotidiens. Les appels téléphoniques sont devenus quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Ce qu'ils ont construit ensemble n'était pas glamour. C'était précisément le but. Tous deux avaient vécu suffisamment de pertes, suffisamment d'expositions publiques, suffisamment de relations qui leur avaient demandé d'être autre chose qu'eux-mêmes. Ce qu'ils s'offraient mutuellement était plus simple que tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Stabilité, respect. Une préférence partagée pour le calme et le réel. Ils ne se sont jamais mariés officiellement. Audrey n'en ressentait pas le besoin. Elle l'a présenté comme son mari, non pas parce que les papiers existaient, mais parce que dans tous les domaines qui comptaient pour elle, l'engagement était déjà complet. Pendant plus d'une décennie, ils ont partagé la paisible, son jardin, ses rythmes, son silence. Puis, en 1988, lors d'un concert de l'UNICEF auquel elle assistait simplement,
En tant qu'invité, Audrey se retrouva debout sur une scène parlant sans scénario de la fin de l'occupation de ce que signifiait être un enfant en temps de guerre. Un haut responsable de l'UNICEF était présent dans le public. À la fin de la soirée, il lui avait proposé de devenir ambassadrice à part entière. Elle a accepté et les années qui ont suivi l'ont conduite en Éthiopie, au Soudan, au Bangladesh, au Salvador, dans des environnements parmi les plus difficiles au monde. Elle s'est assise avec des enfants dans des conditions qui reflétaient ce qu'elle avait vécu aux Pays-Bas 50 ans plus tôt. Ceux qui l'accompagnaient dans ses missions ont toujours noté qu'elle ne considérait pas cela comme une obligation. Elle l'a traité comme quelque chose d'inachevé, une dette qu'elle estimait devoir envers la version d'elle-même à qui un employé de l'UNICEF avait tendu une barre de chocolat après la libération. Wolders a voyagé avec elle dans plusieurs de ses missions. Il était présent non pas comme un compagnon gérant l'emploi du temps d'une célébrité, mais comme quelqu'un qui refusait simplement de la laisser faire seule les parties les plus difficiles. En 1992, au retour d'un voyage humanitaire en Somalie, elle a commencé à ressentir de graves douleurs abdominales. Des tests effectués à Los Angeles ont révélé un pseudomyxome péritonéal, une forme rare et agressive de cancer provenant de l'appendice. L'opération a été réalisée rapidement, mais la maladie s'était déjà trop propagée. Le diagnostic était terminal. Elle a absorbé cette nouvelle de la même manière qu'elle avait absorbé les choses les plus difficiles de sa vie, sans effondrement visible. Ceux qui l'entouraient au cours de ces derniers mois parlaient de son sang-froid dans des termes qui le rendaient presque troublant, tant il était complet. Ce qu'elle exprimait le plus n'était pas la peur de la mort, mais le regret du travail qu'elle laisserait inachevé. Elle n'avait qu'une seule demande, rentrer chez elle. Elle était trop fragile pour voyager commercialement. C'est Hubert de Givenchy, son ami depuis près de 40 ans, le créateur qui l'a habillé tout au long des chapitres les plus emblématiques de sa vie publique, qui a organisé un jet privé et rendu le voyage possible. Elle est rentrée chez elle à la paisible. Elle y a passé un dernier Noël, entourée des personnes qui comptaient le plus. Dans un geste que les personnes présentes ont qualifié de discret et caractéristique d'elle, elle a offert des cadeaux avec une intention spécifique des manteaux d'hiver pour les 3 hommes dont elle était la plus proche, Wolders, son fils, Sean et Givenchy. Le 20 janvier 1993, elle décède paisiblement chez elle. Ses funérailles ont eu lieu dans une petite église locale de Tolochenaz. C'était intime comme elle l'aurait souhaité. Gregory Peck, sa covedette dans Roman Holiday, 4 décennies plus tôt, l'homme qui avait insisté pour qu'elle reçoive la même note dans un film où elle était totalement inconnue, a lu l'un de ses poèmes préférés. Ses anciens maris étaient présents, ses fils étaient présents. Wolders se tenait parmi eux, le seul homme dont elle ne s'est jamais remise. Alors qui était-il, après 2 mariages ratés, après Holden, après Dottie, après tout cela, qui était l'homme qu'Audrey Hepburn avait désigné au cours de ces dernières années comme celui dont elle ne s'était jamais vraiment remise? Ce n'était pas un partenaire romantique. C'est là que la plupart des gens se trompent. C'était son père, pas de manière sentimentale. Pas de la même manière que les gens disent qu'une personne qu'ils aimaient leur manque simplement. De la même manière qu'une blessure qui ne se referme jamais continue de façonner tout ce qui l'entoure. Joseph Rustin est parti quand elle avait 6 ans. Il ne lui rendait pas visite lorsqu'elle attendait à l'école pendant les vacances. Il l'a envoyée aux Pays-Bas, pensant que ce serait plus sûr. Et quand elle a atterri au milieu d'une zone de guerre, il n'était pas là. Lorsqu'elle l'a retrouvé par l'intermédiaire de la Croix-Rouge des décennies plus tard, vivant tranquillement à Dublin, il a accueilli les retrouvailles avec indifférence. Elle avait construit toute une mythologie émotionnelle autour d'un homme qui n'avait presque rien à lui offrir lorsqu'elle se tenait enfin devant lui. Et elle lui a quand même pardonné. Elle a quand même envoyé de l'argent. Elle le portait toujours. Dans les entretiens menés dans les dernières années de sa vie, Audrey revenait sur lui avec une cohérence qui frappait ceux qui la connaissaient de bien. Pas avec amertume. Elle n'était pas faite pour une amertume prolongée, mais pour une sorte d'interrogation non résolue. À quoi avait-il pensé s'il avait déjà ressenti l'absence comme elle l'avait fait? Que ce soit quelque part en lui, il y avait quelque chose qui ne pouvait tout simplement pas s'exprimer. Elle n'a jamais obtenu de réponse satisfaisante. Il est mort sans lui en donner un. Ceux qui ont étudié sa vie en profondeur, y compris les biographes qui ont eu accès à sa correspondance personnelle et aux récits de ses proches en Suisse,
ont fait valoir que chaque décision romantique majeure qu'elle a prise remonte à cette absence initiale. Les hommes plus âgés, les personnalités, faisant autorité, la volonté de rester en couple bien au-delà du point où ils avaient arrêté de travailler. Même la façon dont elle a consacré ces dernières années à l'UNICEF, en particulier aux enfants en crise, aux enfants qui avaient perdu les structures dont ils dépendaient, avait quelque chose de personnel. Elle a dit un jour dans l'une des lignes les plus citées de ses interviews ultérieures qu'elle pensait que la meilleure chose que vous puissiez laisser à vos enfants était le sentiment d'être aimé. C'était une déclaration simple, mais étant donné tout ce qu'elle avait vécu et tout ce qu'elle avait passé sa vie à chercher, c'était aussi quelque chose de plus. C'était la chose dont elle avait le plus besoin et dont elle avait le moins reçu. Et elle a passé le reste de sa vie à travers son travail, son rôle parental et finalement ses missions humanitaires à essayer de le donner aux autres. Robert Walders, qui la connaissait mieux que quiconque au cours de sa dernière décennie, a déclaré par la suite que ce qui l'avait le plus frappé chez Audrey n'était pas sa beauté ou son talent. C'était sa capacité à pardonner, pas le pardon facile, celui qui vous oblige à continuer à aimer quelqu'un qui ne vous a donné presque aucune raison de le faire. Elle n'a jamais cessé d'aimer son père. Elle non plus n'a jamais cessé de le chagriner. Et dans ce paradoxe, ce chagrin longtemps non résolu pour le premier homme qui était censé rester est peut-être la chose la plus vraie que l'on n'ait jamais dite sur qui était réellement Audrey Hepburn. Il est temps de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de ce qui a été révélé? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Pour des histoires plus intéressantes comme celle-ci, assurez-vous de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez ensuite.